À la une de l'actualité, retournement de la situation, la Cour constitutionnelle se dit compétente de juger les anciens chefs d'État et de gouvernement congolais. C'était dans un arrêt rendu ce vendredi, ce qui induit la possible comparution de Matata Ponyo devant cette Cour. C'est déjà pour demain samedi que le 18e sommet de la francophonie s'ouvre à Djerba en Tunisie. La RDC sera représentée par Sama Lukonde qui est déjà sur place. Bonsoir et bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Ça vient de tomber ce soir. La Cour constitutionnelle se dit compétente de juger les anciens premiers ministres et chefs d'État en RDC. Elle a rendu un arrêt sur la requête de la Cour de cassation lui demandant d'examiner la portée exacte de l'expression infraction du droit commun commise à l'exercice ou à l'occasion de leur fonction, ce qui induit qu'elle est compétente de siéger sur l'affaire Matata Ponyo, vu que la requête de la Cour de cassation le concernait. Autre chose à présent, le 18e sommet de la francophonie s'ouvre ce 19 novembre et prendra fin le 20 à Djerba en Tunisie. La RDC sera représentée par le Premier ministre Sama Lukonde au nom du président de la République à la tête d'une importante délégation. Le chef du gouvernement est déjà sur place à Djerba depuis la matinée de ce vendredi. Il a été accueilli au pied de l'avion par le ministre tunisien du tourisme et le ministre congolais de l'intégration régionale. Les assises du 18e sommet de la francophonie vont réunir 88 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Elles sont placées sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Pour le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga, qui s'est exprimé à la presse avant l'accueil du Premier ministre, la RDC est un grand pays et sa participation à ces assises est très importante. La République démocratique du Congo, c'est parmi les grands pays du monde francophone et avec l'acceptation de l'organisation du 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa, il est important que le chef du gouvernement vienne ici à Djerba représenter son Excellence Félix Antoine Tshilombo pour aussi faire état d'avancement du 9e Jeu de la francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut dire aussi que le Congo-Kinshasa s'apprête par ailleurs à organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa, un pari que le pays compte gagner l'année prochaine. Ce sommet est une occasion pour ces autorités de faire entendre une fois de plus sa voix dans le concert des nations au regard des enjeux de l'organisation, mais aussi des enjeux nationaux. Il faut dire que parmi les enjeux nationaux, il y a aussi la question sécuritaire. Les fronts médiatiques dans la situation sécuritaire à l'est du pays montent d'un cran. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a lancé jeudi à Kinshasa la campagne de mobilisation patriotique dénommée Défendons la patrie, Bendele Ekoyate. Mais quel est l'objectif de cette campagne? Réponse avec Dieudonné Boinali. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a lancé jeudi 17 novembre à Kinshasa la campagne de mobilisation patriotique dénommée Bendele Ekoyate. Selon Patrick Mouyaya, il s'agit d'une campagne de communication dont l'objectif est de consolider l'unité nationale et la vigilance tous azimuts. Dois-je le rappeler, c'est pas une guerre qui est faite au président Tshisekedi. Le président Laurent Désiré Kabila l'avait connu, le président Kabila l'a connu, et ce n'est pas évident que le successeur du président Tshisekedi ne les connaisse pas. C'est pour ça que dès maintenant, nous devons tous nous lever, nous assurer que nous avons les moyens d'assurer notre défense. Nous n'avons jamais dans notre tradition fait preuve des belligérances. Nous n'avons jamais agi à perturber la quiétude des autres. À travers cette campagne, nous allons apporter un soutien indéfectible à nos vaillants militaires qui défendent la patrie au prix de leur vie. Nous allons mobiliser les jeunes qui peuvent s'enrôler massivement dans l'armée. Nous allons susciter et exprimer la solidarité envers nos compatriotes déplacés victimes de cette guerre insensée. Nous allons travailler à consolider l'unité, la cohésion nationale autour des institutions de la République et du président de la République. Et nous allons nous assurer, à corps et à cri,
et au prix du sacrifice d'assurer la défense de l'intégrité territoriale. Ce que nous ferons dans cette campagne contribuera sûrement à donner un peu plus de morale à nos militaires au front et à renforcer la détermination de ceux qui, au front diplomatique, travaillent pour mettre fin à cette insécurité. Nous souhaitons cette fois-ci que ce soit une fin finale pour que dans cette partie du pays, nous puissions vivre finalement comme nous devons vivre dans d'autres pays, en toute paix et en toute sérénité. Tout en saluant le travail de la presse en ces moments où le pays est agressé, le ministre a promis d'apporter toutes les informations aux médias concernant cette situation, y compris des informations opérationnelles. Le coup d'envoi officiel de cette campagne a été donné en direct sur la radio-télévision nationale congolaise en présence des patrons des organes de presse. Voilà, à côté du front médiatique qui monte d'un cran, il y a aussi les fronts populaires qui ne comptent pas lâcher prise. En province, une marche de soutien au FARDC a eu lieu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Plusieurs officiels de la République et de la province, dont le gouverneur Jacques Kabula Katoué, ont marché avec la population luchoise venue nombreuse. Blessid Kouzola. Répondu présent à la marche de soutien au FARDC, qui font face à plusieurs fronts à l'est du pays agressés par le Rwanda, sous couvert du mouvement du 23 mars du M23. Gouverneur de province, président de l'Assemblée provinciale, ambassadeur itinérant du chef de l'État, délégation de la primature venue de Kinshasa, députés provinciaux, cadres d'entreprises et des milliers de fils et filles du pays, tous ont marché main dans la main pour exprimer leur soutien indéfectible au FARDC et au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La marche est partie de l'esplanade de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga jusqu'à la grande place Moïse Tshombe au centre-ville de Lubumbashi. Prenant la parole devant une foule nombreuse de fils et filles du pays, l'ambassadeur itinérant du président de la République, Dani Banza, a condamné l'agression rwandaise sous couvert du M23 avant de lancer un message fort et puissant d'éveil patriotique contre le Rwanda qui convoite les richesses de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le gouverneur Jacques Kabula Katoué a réitéré son soutien au chef de l'État ainsi qu'au FARDC tout en exhortant la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée. Signalons par ailleurs que les marches populaires initiées par les institutions provinciales ont été également organisées dans le Tanganyika, dans le Haut-Lomami, ainsi que dans plusieurs autres provinces du pays. Dans le Lualaba, la marche de soutien aux forces armées est prévue pour ce samedi 19 novembre. De partout, le Congolais s'élève pour dire non à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23 et apporte un soutien sans faille aux vaillants soldats des FARDC et au commandant suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va rester dans le domaine de la sécurité. Après l'armée kenyane, les troupes ougandaises s'apprêtent à être déployées à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale d'Afrique de l'Est. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée ougandaise. Ces armées sont déployées au Congo pour lutter contre les groupes armés dans la partie orientale du pays. Patrick Ilunga. Les derniers réglages sont en train d'être faits en Ouganda pour que soit déployée en République démocratique du Congo l'armée ougandaise dans le cadre de la force d'Afrique de l'Est pour combattre les groupes armés. C'est le porte-parole de l'armée ougandaise qui l'a annoncé jeudi. Les contingents de l'UPDF devraient être déployés entre le nord, le sud Kivu et l'Ituri, alors que l'armée kenyane est positionnée au nord Kivu et l'armée burundaise au sud Kivu. Selon la décision du conclave des chefs d'État d'Afrique de l'Est, hormis le Burundi, le Kenya et l'Ouganda, le Soudan du Sud et la Tanzanie doivent également envoyer leurs contingents à l'est de la République démocratique du Congo. Pour ce qui est de l'armée ougandaise, le contingent en attente à Kampala sera stationné en RDC, mais avec un mandat complètement différent du mandat de l'UPDF, déjà déployé en RDC il y a presque un an, afin de pourchasser les terroristes d'ADF en Ituri et dans le nord Kivu. Voilà, on va changer les registres
À présent, pour parler des infrastructures, du mardi 15 au jeudi 17 novembre, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a été dans la province du Congo central où il a inspecté les travaux réalisés en concession sur cette partie de la route nationale numéro 1. Le ministre a parcouru les 560 km de cette route en compagnie de son maître d'ouvrage, délégué l'agence congolaise des grands travaux. Commentaire Dieudonné Bonali. Sur la route Kinshasa-Matadi-Boma-Mwanda, longue de 560 km, seuls les 10 derniers kilomètres à l'entrée de la ville côtière de Mwanda sont encore en terre et les travaux s'y font pour un revêtement avant la venue d'intenses pluies. Voilà le constat général tiré par le ministre en charge des infrastructures lors de cette visite de 3 jours passée dans le Congo central. Les 550 autres kilomètres de cette route sont revêtus soit d'un enduit monocouche, soit d'une couche de roulement en béton bitumineux complète. Au deuxième jour de sa visite, le ministre s'est entretenu avec le gouverneur de la province qui souhaite plus d'apport de la concession dans son entité. C'est une chose qui sera analysée lors de la prochaine évaluation de la concession, a rassuré Alexis Gisaro. Au matin du jour suivant, sous les explications de la chef de mission de contrôle de l'ACGT, le ministre a mis le cap sur la ville de Boma. De cette étape, l'on retient notamment que la route complètement asphaltée au début de l'année 2021 sur les 98 km jusqu'à l'entrée de la ville est encore en bon état. À l'entrée de Boma, Madame Marie-Josée Nyongo, maire de la ville, a accueilli le ministre et lui a fait faire la visite de la voirie de la ville, réalisée grâce à la concession. La ville de Boma a bénéficié de cette concession d'un boulevard de 4 voies de 12 km et demi de long qui est achevé. La concession a également réalisé des travaux sur la traversée de la ville de la route nationale numéro 1 que les Bomatraciens appellent route vert-vert. Sur cette route a été jeté le pont Sindi sur la rivière du même nom. C'est un pont de 16 mètres de portée déjà ouvert à la circulation. Immédiatement après, le ministre a poursuivi vers Mwanda. Sur les 106 km de trajet, juste une dizaine est encore en terre et les travaux s'y font pour un revêtement avant la venue des grandes pluies. La ville de Mwanda bénéficiera également de 6 km de route de 4 bandes sur toute sa traversée. Mwanda est une zone plane. L'évacuation des eaux sera faite au moyen de 3 immenses collecteurs, dont le premier est en cours de construction. Les 3 couvriront un linéaire de près de 3000 mètres. Alexis Gisaro a également été voir la grande érosion de Kisimbi qui sera aussi traitée. Sur la route de Banana, le ministre a reçu les explications de la mission de contrôle dans la lutte de l'érosion côtière. Il est remarqué ici la perte des pales planches posées le long de la côte pour la protéger et protéger la route des mouvements de l'océan Atlantique. Les structures métalliques ont cédé. Une société exploitant le pétrole dans la zone a pris l'initiative d'en poser des nouveaux, faits de matériaux plastiques. Le séjour d'Alexis Gisaro au Congo central s'est terminé par la visite des travaux de construction du port en eau profonde de... Vous allez corriger avec moi, il ne s'agit pas du commentaire de Dieudonné Bonali, mais d'un reportage extérieur de la cellule de communication du ministère des Infrastructures. Finance à présent dans ce journal. Selon les chiffres communiqués par la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget, le gouvernement central via le Trésor public a retrocédé aux régies financières 370 millions de dollars américains au cours de 10 premiers mois de l'année 2022 sur des prévisions linéaires estimées à 349 millions de dollars américains, soit un taux d'exécution de 106%. Suivez les détails dans ce récit de Jojo Moulamba. Le régime financier a réalisé le performance record dans la mobilisation de recettes publiques, au point que le gouvernement a collecté en 9 mois seulement ses prévisions annuelles de recettes. Rappelons que les recettes publiques cumulées du 1er janvier au 31 octobre 2022 sont évaluées à 7 939 milliards de dollars américains selon le ministre des Finances, ce qui représente 130% de taux de réalisation par rapport aux prévisions de janvier à octobre 2022, attendues à 12 258,6 milliards de francs congolais et 107,3% de taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles des 14 790,9 milliards de francs congolais.
Le ministre des Finances Nicolas Kazadi avait indiqué lors de la dernière réunion du Conseil de ministres que l'ensemble de recettes représente une augmentation de 65% en comparaison avec le recette de janvier à octobre 2021 qui était de 9 585,9 milliards de francs congolais, affichant un accroissement de 6 129,7 milliards de francs congolais équivalent à 3 145 $ américains. À noter que la situation accumulée par le régime financier indique un taux de réalisation par rapport à leurs prévisions annuelles respectives de 137% pour la Direction générale des impôts, 70% pour la Direction générale des douanes et accises et 92% pour la Direction générale de recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation. Mesdames et messieurs, l'actualité de ce vendredi nous emmène au-delà de nos frontières. Le développement du tourisme urbain pour booster le revenu et stimuler la croissance économique en Afrique, c'est l'une des réflexions au menu des travaux du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires experts de la CAE, Afrique centrale et Afrique de l'Est, réunis du 15 au 18 novembre 2022 à Victoria, aux Seychelles. Edouard Funda pour les détails. Selon le rapport 2017 de la Commission des Nations Unies sur le commerce et le développement, sur le développement économique en Afrique, les recettes d'exportation du tourisme ont plus que triplé, passant de 14 milliards de dollars à près de 47 milliards de dollars. Ainsi, le tourisme représente environ 8,5% du produit intérieur brut de l'Afrique. À cet effet, la problématique du développement du tourisme urbain sur le continent a meublé les échanges entre les hauts fonctionnaires et experts de la CEA, Afrique centrale et de l'Est, réunis depuis le 15 novembre 2022 à Victoria, aux Seychelles. Le tourisme urbain, contrairement au tourisme traditionnel, permet le développement infrastructurel sans précédent en contribuant à l'amélioration et à la réorganisation des espaces. Il est surtout un puissant vecteur de croissance économique et de création d'emplois à travers l'éclosion des métropoles modernes et industrialisées, avec pour conséquence l'amélioration des moyens de subsistance. Véritable vecteur de développement, le tourisme urbain, sur la dernière décennie, a permis un boom économique dans certains pays africains à l'instar de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Égypte ou encore de l'Éthiopie. Pour finir, le pétrole représente la quasi-totalité du PIB de la Guinée équatoriale avec un taux de plus de 78%. Soucieux du bien-être de la population, le prochain gouvernement issu des élections générales du 20 novembre 2022 devra mettre en place des moyens de diversifier l'économie. Pour ce faire, les autorités nationales pourront compter sur l'agriculture, la pêche, le tourisme et l'agro-industrie. Est entièrement dominée par la rente pétrolière qui représente plus de 78% du PIB et des exportations. Le bois et le cacao, base de l'économie dans les années 90, ont quasiment disparu des exportations. À l'aube d'un nouveau septennat, le prochain président devra impulser une politique de diversification des ressources de croissance au risque de faire face à l'inflation qui se caractérise par la volatilité des prix. Dans son cadre de développement qui court jusqu'en 2035, la Guinée équatoriale, dont le succès a jusque-là reposé sur le pétrole, est désormais lancée dans une politique de diversification de son économie à travers l'agriculture, le tourisme, la pêche, les petites et moyennes industries. En 2021, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a alloué à la Guinée équatoriale 1,9 milliard de francs CFA pour le développement de l'agro-industrie. De par ses spécificités géographiques, la Guinée équatoriale a besoin d'une politique environnementale hardie pour assurer un développement durable. L'un des défis du prochain septennat sera aussi de réduire le taux de pauvreté estimé en 2020 à 67% car malgré une croissance économique forte, l'accès à un emploi continu reste problématique pour une grande partie de la population. Nous voici à la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres. Retournement de la situation, la Cour constitutionnelle s'est dit compétente de juger les anciens chefs d'État et de gouvernement congolais. C'était dans un arrêt rendu ce vendredi, ce qui induit la possibilité de comparution de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. C'est déjà pour demain samedi que le 18e sommet de la francophonie s'ouvre à Djerba en Tunisie. La RDC sera représentée par son Premier ministre Samalou Kondé qui est déjà sur place.
Avec nous, ce journal prend fin. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les programmes de Géopolis Télévision.